Et ce matin, c'est ici que ça se passe, puisque notre invité est Jean-Louis Bourlanges, député MoDem des Hauts-de-Seine et président de la Commission des Affaires étrangères de l'Assemblée nationale. Jean-Louis Bourlanges, bonjour. Bonjour Jean-Jacques Bourdin. Votre discours à l'Assemblée, avant d'aller sur les faits, votre discours à l'Assemblée lundi a marqué les esprits. Vous avez, évidemment, vous êtes exprimé sur la situation au Proche-Orient, et vous avez été fortement applaudi dans les rangs de la France insoumise. Ça vous a surpris ? Non, ça m'a pas surpris. Grâce au ciel, je n'ai pas été applaudi que sur ces rangs-là, dans la majorité, notamment les deux vice-présidentes Renaissance qui sont dans ma commission m'ont adressé immédiatement des messages extrêmement chaleureux, extrêmement sympathiques. Ça m'a pas surpris parce que j'ai pris une position qui était une position tout à fait où j'essayais de prendre en compte la dimension du problème palestinien et donc la France insoumise a trouvé nécessaire de soutenir ça, mais la différence qui m'a surpris quand même, c'est que la différence était totale. Moi, j'ai expliqué pendant 10 minutes, en 5 minutes, pour une première partie de mon discours, que Hamas était un mouvement terroriste, que Hamas était un mouvement criminel de guerre, et que Hamas était un mouvement criminel contre l'humanité. C'est exactement la position opposée de celle de la France insoumise, qui a vraiment tenu des discours très différents. Alors ils ont fait semblant de croire que je n'avais pas dit ça. C'est de bonne guerre politiquement. Dans tous les cas, ce discours a été très remarqué. Très remarqué un peu partout, et pas que dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale. Bien. Mais j'étais plus proche, je tiens à le dire, j'étais plus proche que ceux de la majorité qui m'ont critiqué, j'étais plus proche du président de la République car le discours que le président de la République a tenu lors de son voyage, c'était exactement l'équilibre que j'avais présenté lundi dernier. Alors on va entrer dans les détails, justement, on va parler de cet équilibre. Les faits, engager une offensive terrestre massive dans la bande de Gaza serait-elle une erreur ? Je crois que le problème est terrible pour Israël, parce que d'abord il est évident qu'après l'attaque horrible qu'ils ont subie, vraiment des cruautés inimaginables et volontairement mises en scène pour créer la colère, pour créer le courroux, il est évident qu'Israël doit réagir et doit prendre des mesures politico-militaires pour effectivement détruire la capacité de Hamas à recommencer cela. En même temps, Hamas a une stratégie très précise de bouclier humain. C'est-à-dire que quand on dit que Hamas défend les Palestiniens, c'est faux. Les Palestiniens sont les otages de Hamas. Et Hamas s'en sert pour se protéger. Et donc c'est extrêmement difficile stratégiquement pour Tsahal, l'armée israélienne, de frapper les chefs politico-militaires et les moyens militaires de Hamas sans faire des attaques. Et ce qu'ils ont fait dans les bombardements récents, je crois que là, ça n'allait pas. Parce que les bombardements par définition, nous connaissons les bombardements. Regardez les bombardements en 1944 en France, ça a été extrêmement meurtrier. Les bombardements, c'est forcément aveugle, non discriminé, et ça fait énormément de victimes collatérales. Moi, ce que je crois, c'est ça que le président a dit, je pense, aux Israéliens, mais je suis pas un spécialiste, je suis pas un stratège, j'ai pas de conseils à leur donner, mais je pense qu'il s'agit véritablement pour eux de cibler très précisément les chefs et de cibler les moyens militaires à détruire. Alors, nouveau raid ciblé dans la nuit, nouveau raid israélien, nous préparons une entrée au sol, répète le gouvernement israélien, notamment Benjamin Netanyahou, mais l'offensive terrestre n'est toujours pas lancée. Pourquoi ? À cause des otages. Est-ce que c'est la raison principale selon vous ? Il y a deux raisons. Il y a les otages, je crois que nous sommes tous, et les Israéliens tout autant que les autres, extrêmement conscients, extrêmement soucieux de préserver la vie des otages. Nous avons des otages, nous Français, ils ont des otages, et tout ce qu'on sait de l'opinion publique israélienne, ce qu'on voit dans les journaux, ce qu'on voit dans les télévisions israéliennes, c'est que c'est quelque chose qu'on ne doit pas négliger. Israël a toujours... pression des familles des otages, on les voit, la pression est extrêmement forte en Israël. Mais Israël a toujours payé très fort pour avoir... Elle a échangé souvent des dizaines ou des centaines de Palestiniens pour récupérer un otage. Donc là, effectivement, diaboliquement, Hamas joue sur cela. Il sait, quand il aura lâché les otages, le châtiment
le frappera. Donc c'est extrêmement tentant pour eux de garder cette monnaie d'échange aussi longtemps que possible. Et les autorités israéliennes sont évidemment très embarrassées. Plus la raison stratégique que je disais tout à l'heure, comment décoller l'appareil politico-militaire des populations civiles face à un adversaire qui utilise ces populations civiles comme un bouclier humain. Bien sûr. Alors, 2360 enfants morts à Gaza, selon les Nations Unies, je précise, sont les chiffres des Nations Unies. Il faut être très prudent sur les chiffres. 45% des habitations endommagées ou détruites à Gaza, selon les Nations Unies, encore une fois. Je ne sais pas si vous avez vu le chef du bureau d'Al Jazeera à Gaza apprenant en direct que sa femme et 2 de ses enfants venaient d'être tués par un bombardement israélien. J'ai vu ça, c'est aussi terrible. L'Union européenne. L'ambassadrice de Palestine ici, a toute sa famille qui est en situation, qui subit, qui est itinérante entre le nord, le sud, etc., et qui est en situation d'extrême vulnérabilité. L'Union européenne demande des pauses, des trêves, mais ne va pas plus loin. Vous avez vu la première journée du Conseil européen, de la réunion des 27 pays de l'Union européenne hier, à Bruxelles. Est-ce que nous sommes en mesure, les Américains, les Européens, tout le monde, de dire à Israël, écoutez, vous avez subi une attaque absolument massive, laissez-la sans réponse. Non, nous sommes fondés à dire 2 choses, et je crois qu'il faut le dire avec beaucoup plus d'énergie qu'on ne le fait. Épargnez au maximum les populations civiles, donc ne vous livrez pas à des attaques massives et indifférenciées, et surtout, ne menez pas une politique qui est celle de Hamas, c'est-à-dire une politique visant à transformer la population en une population assiégée à qui on refuse la nourriture, l'eau, les médicaments. Ça, c'est pas possible. Il faut effectivement des interventions humanitaires massives et il faut une réponse militaire adaptée. Jean-Louis Bourlange, vous avez raison, mais aujourd'hui, beaucoup demandent un cessez-le-feu. Mais est-ce possible ? Est-ce qu'un cessez-le-feu est possible ? Je viens, je crois, vous avoir répondu à l'instant que c'était effectivement aussi difficile de faire la guerre que de faire la paix. Évidemment. Mais ce qu'il faut, c'est quand même, il faut bien prendre en compte le danger de l'escalade. N'oublions pas que derrière le Hamas, il y a le Hezbollah qui est beaucoup plus armé, beaucoup plus puissant. Si le Hamas marquait des points, si le Hamas la population palestinienne était détruite, le Hezbollah serait tenté d'entrer dans la danse. Derrière le Hezbollah, il y a l'Iran. Derrière l'Iran, il y a la Russie et la Chine. Donc on a quand même des logiques d'escalade qu'il faut absolument casser. Et c'est là où je suis assez respectueux du point de vue des Américains, du président Biden, qui fait le contraire absolu de ce que faisait M. Trump, et qui vraiment s'attache à limiter, à inciter Israël à la modération. Le monde arabe est mobilisé derrière les Palestiniens, dans la rue au moins. Les dirigeants, c'est autre chose, mais dans la rue. Combien d'enfants doivent mourir avant que l'Union européenne n'appelle à un cessez-le-feu, avant que les Nations Unies ne prennent des mesures? C'est ce que dit Erdogan. Moi, j'ajouterais, est-ce que vous trouvez, c'est une question que je voulais vous poser, franchement, est-ce que vous trouvez que la communauté internationale est trop silencieuse sur ce qui se passe à Gaza? Écoutez, on aurait aimé qu'Erdogan dise autre chose que ce qu'il a dit en hommage à Hamas. Ce qu'a fait Hamas est inadmissible, est indigne. Ces violences civiles, c'est quelque chose. Quand ces violences exercées sur les civils, exercées sur des gens qui passaient là, je dois dire que c'est une action légitime de résistance, c'est quelque chose qui ne passe pas. Donc je crois qu'il aurait mieux fait d'abord de s'épargner cela. Ensuite, Jean-Jacques Bourdin, vous savez bien que quoi que dise la communauté internationale, l'ONU, etc., les Israéliens s'estiment dans une certaine situation de vulnérabilité et ils prendront les mesures qu'ils estiment devoir prendre. Ce qu'il faut faire, c'est les amener à 2 choses, à avoir une réponse militaire qui ne soit pas aussi destructrice et même pas du tout destructrice comme elle l'a été ces derniers jours avec les bombardements aériens, et d'autre part d'amorcer
un processus de désescalade politique et donc de quand même faire le contraire de tout ce qu'a fait M. Netanyahou depuis quelques années. Et ça, c'est une réponse politique et c'est ça que le président a essayé de lancer dans son voyage. Justement, c'est très bien, parce que j'allais y venir, la désescalade. Comment commencer une désescalade? Est-ce qu'il ne faut pas... Parce qu'on ne parle pas des violences commises par les colons contre les Palestiniens dans les territoires occupés. On a tort d'en parler car elles sont constantes, extrêmement brutales. On a tort de ne pas en parler. Oui, on a tout à fait tort de ne pas en parler. Ça fait des années qu'il y a un sentiment d'impunité, une impunité pour les colons qui expulsent des paysans palestiniens. Quand ils résistent un peu, on procède à des lynchages assez expéditifs et qui ne donnent pas lieu à des poursuites judiciaires. Cette situation-là, elle repose sur une idée précise en réalité, c'est que la Cisjordanie doit devenir un territoire israélien. C'était pas l'avis des partis dominants de la coalition avant la coalition mise en place par M. Netanyahou, mais c'est l'attitude des partis d'extrême droite. Et alors, le résultat, c'est très simple. La solution, ce serait les Palestiniens de Cisjordanie, on les envoie chez le roi Abdallah en Jordanie, et les Palestiniens de Gaza, on les envoie chez le maréchal Sissi en Égypte. Moi, je crois que on ne va pas traiter le problème palestinien par le vide. Il faut trouver une solution qui soit respectable. De même qu'en Europe, après des centaines d'années et des années de violence extraordinaires, par exemple entre la France et l'Allemagne, à un moment on a dit on arrête les pendules et on reconnaît nos intérêts respectifs et depuis on vit en paix. Alors Jean-Louis Bourlange, ça veut dire que si... Est-ce que vous êtes président de la Commission des Affaires étrangères à l'Assemblée nationale? Est-ce que vous demandez à Israël de cesser sa politique de colonisation? Oui. Ce serait un geste fort. Moi, personnellement, en tant que... Je n'ai pas qualité pour parler au nom de l'ensemble des partis de la Commission. Je crois qu'il faudrait un rapport, mais le responsable politique que je suis le dit, je l'ai dit dans mon discours de lundi, je l'ai dit encore dans une interview à Libération ce matin, je le dis très clairement. Il faut arrêter, il faut renverser ce processus, ce qu'avait très bien compris même quelqu'un qui était aussi à droite, un baroudeur absolu, qui était Ariel Sharon. Avant d'être terrassé par l'attaque cérébrale qu'il a éliminée du jeu, il avait compris qu'il fallait absolument casser cette mécanique de colonisation. Stopper cette politique et l'inverser. Il faut reconnaître... De colonisation. Il faut reconnaître les droits des Palestiniens qui sont bafoués par ces politiques de colonisation et qui sont bafoués par Hamas. Parce que Hamas se fiche complètement du sort des Palestiniens. Hamas est enfermé dans une logique nihiliste, terroriste, destructrice d'Israël et n'a aucun souci de proposer une alternative crédible à la situation actuelle. Mais Jean-Louis Bourlange, est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi consiste cette coalition anti-Hamas proposée par Emmanuel Macron? Écoutez, moi, j'ai dit que je n'ai pas très bien compris. Non, vous n'êtes pas le seul, apparemment. Ah bon, vous non plus, l'expression n'est pas très heureuse. Pour nous, la coalition, c'est pas très bien parce que c'était des trucs qui nous ont fait battre du temps de Napoléon. Et puis, pour les Arabes, c'est pas très bien non plus parce que c'est la coalition qui a été construite par George W. Bush après l'affaire d'Irak. Donc, l'expression n'est pas très heureuse. Mais l'idée est assez simple. L'idée, c'est qu'il y a au-delà d'Israël et des Palestiniens et de Hamas, il y a un ensemble de forces politiques en Occident, en Europe, dans les États arabes modérés, qui sont très désireux de trouver autre chose que cet affrontement et qui sont prêts à concourir à une lutte contre le terrorisme par l'intelligence. C'est une action solidaire dont on doit parler plutôt que d'une coalition. Je pense que le président a dit cela et qu'il a assez vite compris que c'était peut-être pas l'expression la plus exacte qu'il a utilisée dans sa vie. Et la plus heureuse. Joe Biden, de son côté, a prévenu Israël. Ne commettez pas les erreurs que nous avons commises après le 11 septembre. Ça, c'est très très bien. Erreur en Irak, erreur en Afghanistan, erreur de Trump. En Afghanistan, on ne sait pas très bien. L'erreur, l'échec est là. Mais est-ce qu'on... on n'a pas livré la guerre comme il fallait. Mais en Irak, c'était parfaitement clair. Moi, juste le 7 octobre, un de mes amis m'a dit oh là là, la comparaison avec le 11 septembre est très judicieuse parce que le risque que nous avons, c'est de faire comme les Américains, qu'Israël fasse comme les Américains, une surréaction inappropriée. La réaction américaine après les tours, après le 11 septembre, a été
une surréaction est totalement inappropriée, et c'est pourquoi nous devons agir dans le sens d'une réaction d'Israël qui soit adaptée, qui vise effectivement à éliminer le potentiel politico-militaire de Hamas, mais qui débouche sur une vraie solution pour les Palestiniens. Regardons aujourd'hui le jeu diplomatique. Il y a une délégation du Hamas et de l'Iran qui est actuellement à Moscou. Il y a des raids israéliens et américains sur des cibles militaires en Syrie, avec l'aval des Russes, parce que qui sont maîtres de l'espace aérien syrien. Oui, mais ils ont été agressés, les Américains. Oui. Non, mais c'est très dangereux. Tout ça est très dangereux. Oui. Le Hezbollah, pour l'instant, ne s'engage pas. L'Iran, au-delà des déclarations, ne bouge pas. Pourquoi, selon vous ? L'Iran doit se frotter les mains de la confusion qui règne pour Israël, de la rupture provisoire sans doute, mais enfin réelle, entre les États arabes modérés et Israël. Donc ils font carton plein et ils se disent qu'ils n'ont pas intérêt. C'est d'ailleurs de ce point de vue-là plutôt positif, même si c'est mal intentionné. Ils n'ont pas intérêt à faire monter les enchères parce que dans une confrontation militaire avec Israël, la situation serait terrible pour l'Iran. Donc ils ont intérêt à jouer la stratégie du bord du gouffre sans jamais tomber dans le gouffre. Mais ça, c'est très très dangereux. Guerre coloniale ou guerre religieuse ? Parce que j'ai entendu les deux appréciations. Écoutez, moi, ce que je dis simplement, c'est que nous avons fait un choix, la communauté internationale, le monde en 47, qui est, pour parler très trivialement, d'essayer de faire tenir 2 litres d'eau dans une bouteille d'1 litre. Oui. C'est ça le problème. Donc, alors, c'est vrai que vous avez raison, l'enjeu a évolué. Nous avions jusqu'à présent, dans l'ancienne, une lutte nationale, c'est-à-dire que le mouvement palestinien était un mouvement national. Il y avait énormément de chrétiens, notamment, même de chrétiens extrémistes, comme les amis de M. Abbas, etc. Mais il y avait énormément de chrétiens, il y avait énormément de laïcs, il n'y avait pas seulement des musulmans. Et du côté israélien, Israël, c'est cet État paradoxal qui a une origine religieuse, mais qui était dirigé par des laïcs. Et là, on a eu effectivement une montée en puissance de l'intolérance religieuse de part et d'autre. Le Hamas qui joue la carte d'un islamisme intégral et Israël qui a été assez largement pris en main par les alliés de M. Netanyahou qui sont des partis religieux extrémistes. Et on voit à quel point ils exercent, il y a le Gaza, mais il y a la pression sur les lieux saints, il y a la pression en Cisjordanie, il y a toute une référence pseudo-biblique qui est tout à fait nouvelle dans la politique d'Israël. Et ça a été vraiment, j'ai beaucoup de respect pour la religion, mais je crois que la guerre de religion, c'est pas un progrès dans cette affaire. Bien, Jean-Luc Bourlanges, revenons à ce qui se passe en France. Est-ce qu'il faut interdire les manifestations, et notamment la manifestation pro-palestinienne prévue à Paris demain samedi? Est-ce que dans un pays démocratique, il est bon d'interdire des manifestations? C'est très difficile. Je crois que le Conseil d'État a raison de dire qu'il faut faire ça au coup par coup. Il ne faut pas une interdiction générale. Le préfet de police que j'ai entendu, qui est un homme tout à fait compétent, tout à fait modéré, tout à fait prudent, estime qu'il y a un danger. Le critère, c'est le danger pour l'ordre public. Et qu'effectivement, à partir du moment où ceux qui ont appelé à la manifestation ont des slogans qui sont véritablement en marge de la légalité, qui relèvent de quand on nie le caractère terroriste de Hamas, quand on ne reconnaît pas la dimension crime contre l'humanité, ça pose un problème. Alors, c'est extrêmement délicat. Je crois que le préfet de police et le gouvernement estiment qu'il est plus prudent d'interdire cette manifestation-là. Je ne voudrais pas que ce soit une interdiction générale, mais s'il l'autorisait et s'il y avait des désordres publics massifs, on serait fondé à le reprocher à M. Nunez et à M. Darmanin. Jean-Luc Bourlanges, est-ce que l'Ukraine n'est pas finalement, maintenant, la victime collatérale de ce qui se passe au Proche-Orient? L'Arménie aussi. Et l'Arménie. L'Arménie, parce que personne ne parle d'Arménie, mais il y a un durcissement très net, une relance des revendications sur l'Arménie de la part de l'Azerbaïdjan et de la Turquie. Il y a avoir des discussions entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Oui, M. Pachinian a proposé la discussion, mais ce qu'on observe, c'est quand même une modification de... Enfin, on ne va pas parler de l'Arménie, mais mais je vais simplement le signaler. Il y a une modification de l'attitude de l'Azerbaïdjan. L'Azerbaïdjan, tant que le Haut-Karabakh était une enclave arménienne
en Azerbaïdjan, ils disaient c'est la souveraineté de l'Azerbaïdjan. Maintenant que c'est fini, ils disent les enclaves azerbaïdjanaises en Arménie, c'est notre souveraineté. Donc ils ont renversé complètement leur doctrine, ils ont fait des manœuvres militaires très récemment, donc il y a une exploitation opportuniste de ce qui se passe. Et pour l'Ukraine, c'est absolument évident, et il ne faut absolument pas baisser la garde, parce que c'est maintenant, les Russes, on voit bien, accumulent de nombreux revers, ils consomment des troupes de façon absolument inhumaine, il y a vraiment une indifférence aux soldats russes de la part des autorités poutiniennes qui est incroyable, mais il ne faut pas lâcher le morceau. Ça serait absolument dramatique qu'au moment où de la confrontation, on soit comme des étourneaux et qu'on se tourne, qu'on change de direction. Nous devons persévérer, continuer notre action en Ukraine, c'est essentiel, même si médiatiquement, tous les regards sont tournés vers Gaza. Alors, Jean-Luc Bourlange, dernière question, elle est européenne, Conseil européen aujourd'hui, hier et aujourd'hui consacré au pacte migration et asile, avec des pays des pays de l'Union qui sont très divisés sur la question. Sur le projet de loi immigration, il y a des projets de loi, des changements de législation dans de très nombreux pays d'Europe à propos des problèmes migratoires. Sur le projet de loi immigration que prépare le gouvernement, il y a un article qui est très discuté sur les métiers en tension, le fameux article 3. Quelle est votre position ? Je comprends que ça soit un peu compliqué de dire à la fois qu'il faut maîtriser complètement les flux migratoires et de proposer une certaine régularisation de gens qui exercent des métiers en tension. C'est vrai que médiatiquement, nous sommes dans un monde assez simple, manichéen, et c'est difficile de vendre les deux choses. C'est ça le problème de M. Darmanin. Mais sur le fond, c'est très logique. Nous voyons bien qu'il y a des tas de métiers qui ne sont pas exercés par les Français, et nous voyons bien qu'il y a dans ce pays des gens qui ne sont pas en situation régulière, qui ont un métier régulier, qui exercent une fonction utile, qu'on ne pourra jamais massivement expulser pour 1000 raisons, et qu'il est donc préférable de les intégrer. Alors, comment faut-il le faire ? Est-ce qu'il faut le faire par la loi, de loi par ou une circulaire ? Écoutez, ça c'est le business as usual, mais je crois, ce qui me paraît beaucoup plus grave, c'est deux choses. D'abord, que nous ne sommes pas fondamentalement tous d'accord dans l'Union européenne sur la façon d'aborder ce problème. Il y a des laxistes intégraux, il y a des rigoristes intégraux comme Orban, et puis il y a nous qui essayons avec les Allemands, avec d'autres. Un axe Mélanie-Macron. Nouveau. Oui, parce que Mélanie a changé. Oui, non, mais c'est pas nous qui avons changé. Oui. Non, mais c'est nouveau. Enfin, il faut effectivement. Mélanie comprend que de toute manière, elle a besoin d'une solidarité de tout le monde. Or, les amis nationalistes qui sont proches d'elle dans les autres pays disaient pas chez moi. Ce que dit Mélanie, si, on est tous embarqués dans cette affaire, et donc il faut de la solidarité. Donc elle a découvert, et c'est une bonne chose, elle a découvert que à partir du moment où on était dans un grand marché intégré, etc., la solution ne pouvait être que commune. Moi, je crois que la situation est difficile en Europe, on s'entend pas bien, etc., les Allemands sont un peu perdus. J'attends beaucoup du changement de gouvernement en Pologne. Je crois que la Pologne, je sais pas si vous avez vu, vous avez vu ce que vous voyez tout, Monsieur Bourdin. Non, je vois pas tout. Si vous avez vu la déclaration de Lech Wałęsa, c'était remarquable, disant que la Pologne devait présenter ses excuses à l'Europe. C'est sans doute excessif, mais en tout cas, il saluait le retour dans l'Union européenne des Polonais. Et je pense que Polonais, Allemands, Français et les autres, et Italiens, effectivement, nous devons inventer très rapidement une réponse cohérente à tout cela, même si on laissera sur le bord de la route des gens comme Orban qui sont véritablement, qui ont choisi de faire cavalier seul. Merci Jean-Luc Bourlange d'être venu nous voir ce matin. Merci, toujours un grand plaisir d'être invité par vous. Eh ben oui, c'est un plaisir de vous recevoir. Dans tous les cas, votre regard sur la situation internationale qui est toujours passionnant. Merci, 8h57. Vous êtes sur Sud Radio. Après le journal de 9h, les petites infos, c'est à vous. C'est à vous, 0826 300 300.